Là, je vais vous parler donc du coup des différents domaines en fait dysfonctionnels. Donc là, un peu plus comment identifier ce qui se passe en nous, à quoi ça touche et à quoi ça peut se référer dans notre histoire. Donc, on va prendre l'exemple d'une personne qui nous rejette. Voilà, on va prendre cet exemple-là. Une personne qui nous rejette et ça provoque de la colère à l'intérieur de nous. Alors, un cas, un domaine, ça va être la valeur de soi. Donc, peut-être que face à cette personne, à ce rejet, on va se dire, ben, la question à se poser, c'est qu'est-ce que ça vient me dire de moi, hein, toujours. Donc, on va peut-être ressentir une atteinte à la valeur de soi. Donc, cette personne me rejette, ça me met en colère, je me sens pas bien et je sens que ça touche à ma valeur. Je n'ai pas de valeur. Je compte pas pour cette personne, je n'ai pas de valeur, je fais rien. Voilà. Et là, ben, on se pose la question, quand est-ce que j'ai déjà ressenti ça auparavant dans mon histoire? Et souvent, ben, je l'ai ressenti pendant toute mon histoire, quoi. C'est souvent quelque chose qui a déjà été là, qui s'est répété et qu'on ressent encore aujourd'hui dans cette situation. Donc ça, c'est un domaine, la valeur de soi. Même situation, une personne qui nous rejette, ça provoque de la colère en nous. Et là, on va se demander, ça vient toucher à quoi? Et peut-être que ça sera de la culpabilité. On va peut-être se dire, ben, je me sens coupable, j'ai dû faire quelque chose, c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ce rejet? Et puis on va aller se dire, ben, ça vient de moi, ça vient de moi. Et encore une fois, quand est-ce que j'ai déjà ressenti ça auparavant? Et finalement, ben, peut-être que dans toute mon histoire, j'ai toujours ressenti ça. En fait, quand je reçois des patients, on part d'une situation présente, on analyse en profondeur, et puis quand on pose la question, est-ce que vous avez déjà ressenti ça avant? Très souvent, dans la plupart des cas, ben, c'est toute mon histoire. J'ai toujours ressenti ça depuis petit, que c'était de ma faute, par exemple. Autre domaine, ça va être le contrôle. Voilà, le contrôle. Donc, même situation, pour vous dire que c'est vraiment au cas par cas, hein. Même situation, une personne nous rejette, on se sent en colère, on se sent pas bien. Et là, ça peut se référer au contrôle. Donc, je ne peux pas contrôler la situation. J'ai demandé à cette personne à discuter, à ce qu'on échange pour essayer de comprendre ce qui se passe. Elle a refusé, par exemple. Et donc, ben, je ne contrôle pas. Je n'ai pas la maîtrise sur ce qui se passe. Je me sens avoir de la valeur. Je me sens tout à fait avoir de la valeur. Je me sens pas du tout coupable. Voilà, c'est pas de ma faute. J'ai rien fait. Je suis tranquille avec ça. Par contre, je ne peux pas contrôler, maîtriser la situation. Et ça, c'est insupportable pour moi de ne pas maîtriser. Et là, pareil, on se pose la question, en dehors de cette situation, dans notre vie quotidienne ou dans notre histoire, est-ce qu'on a déjà ressenti ça? Et souvent, ben oui, encore une fois, le fait de ne pas contrôler, de ne pas maîtriser, c'est peut-être quelque chose d'insupportable. Peut-être que dans le cadre du travail, par exemple, on a besoin de toujours tout contrôler, tout maîtriser. On est peut-être hyper perfectionniste et on a peut-être eu dans notre histoire des parents qui ont été hyper exigeants, il fallait toujours en faire plus. Et on a développé ce besoin de perfection. Voilà. Et ça se manifeste dans la situation présente. La même situation, une personne nous rejette, ça nous met en colère et on se sent vulnérable. On se sent faible en fait. On se sent insécure dans le lien. Donc on peut se dire j'ai de la valeur, je sais que j'ai de la valeur, je ne suis pas coupable, je n'ai rien fait. Je n'ai pas ce ressenti-là de manque de contrôle. Par contre, je me sens vraiment vulnérable et insécure dans la relation. Je sens qu'à tout moment, du jour au lendemain, il peut y avoir une coupure en fait. Et ça, ben, peut-être que dans mon histoire, il y a mes parents se sont séparés. Exemple, hein, j'avais 7-8 ans, mes parents se sont séparés, ont divorcé. Mon père est parti de la maison. Et puis du jour au lendemain, on m'a pas expliqué. Et puis je le voyais ben, qu'un week-end par mois, quoi. Alors que on vivait ensemble. Et du jour au lendemain, je le vois un week-end par mois. Et donc, ben, ça a fait trauma. Je suis totalement insécure dans la relation, dans le lien. Et c'est ce qui vient de rejouer dans la situation présente voilà, que vous vivez. Et ça va réactiver ce traumatisme-là. Donc, insécurité. Et puis, il y a un domaine, c'est l'existence même. L'existence, des fois, c'est je ne suis pas légitime. En fait, on vit cette situation, la même situation, rejet d'une personne, et puis on se dit, ben, je suis pas légitime à être là, quoi. À quoi bon? Carrément, c'est un peu extrême, mais voilà, je suis pas légitime à être là, je n'ai pas de place. La question de la place. Je n'ai pas de place, je suis pas légitime, je ne sais pas où je me situe. Et là, pareil, on va aller regarder dans notre histoire à quel moment on a intégré cette difficulté à trouver sa place, peut-être dans la société, le monde, à l'école, à la maison, etc. La question de la place. Alors, moi, dans mon livre, j'appelle ça le carré traumatique un peu. Hein, c'est le point de repère, c'est pensée négative, émotion douloureuse, sensation physique désagréable et l'attitude que ça provoque, l'attitude inadaptée. Mais on va s'intéresser aux trois premiers angles, pensée, émotion, corps, donc la connexion à ce qu'on ressent, ce qu'on disait. Et donc, sur un petit carnet, vous pouvez noter, en fait, si vous êtes motivé, les petites choses du quotidien qui vous embêtent, qui
vous font souffrir, qui vous font du mal, qui vous rendent triste, qui vous énervent. Et donc, la situation, dispute avec la voisine, l'émotion, la colère, sensation physique, le ventre, par exemple, et la pensée, je suis impuissante, par exemple, je suis impuissante, voilà, face à cette situation avec la voisine. Juste ça, pas beaucoup d'informations en fait, juste ça, et puis c'est pas la peine de forcément aller réfléchir trop sur la situation, mais vous notez, et en fait, à un moment donné, vous allez avoir plein de situations. Imaginons que vous ayez une dizaine de petites situations, comme ça, notées sur le carnet, et vous vous rendrez compte qu'il y a quelque chose qui ressort particulièrement, peut-être que dans 6 cas sur 10, ça va toujours être cette impuissance. Ça va toujours être je suis impuissante et ça me rend triste. Voilà. Ou alors, ça sera, comme je vous disais, hein, c'est les différents domaines. Donc, c'est vrai que j'en parle vraiment en détail dans le livre. Les différents domaines. Donc, l'idée, c'est de repérer le domaine qui est le plus touché chez vous. Il peut y en avoir plusieurs, mais il y en a souvent un qui ressort. Et c'est ce qui va vous donner des indications sur les traumas qui ne sont pas traités, peut-être, de votre histoire de vie. Là, ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on peut en autonomie déjà s'apaiser. Il y a plein de techniques. La respiration consciente, la cohérence cardiaque, la méditation, voilà. Ouais. En fait, c'est le fait de tapoter comme ça sur les épaules avec les bras croisés, en alterné. Pas en même temps, sinon ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment en alterné. Et d'observer la situation et d'observer ce qu'on ressent dans notre corps, à quel endroit ça nous dérange, quelle émotion on ressent. Et puis, hop, on observe en fait ce qui se passe. Et puis, petit à petit, en fait, le fait d'être en stimulation comme ça va réactiver le traitement de l'information. Vous savez, ce système de traitement de l'information, ça va permettre aux différentes zones cérébrales de se connecter entre elles. Et c'est une stimulation qu'on utilise en thérapie EMDR avec le mouvement des yeux. Donc, on peut bouger les yeux en fait comme ça de gauche à droite. Ou alors, on peut faire un tapping sur les genoux. Et donc là, on va utiliser ce canal papillon. Et donc, c'est ce type de stimulation, parfois, c'est avec un casque aussi. Hein. On a un bip au niveau des oreilles, droite-gauche, en alterné. Et ça, c'est validé scientifiquement, même si ça paraît un petit peu bizarre. C'est validé scientifiquement et ça permet de recréer cette connexion et ce système de traitement. Et donc, le fait d'être connecté à ce qu'on ressent, d'avoir vraiment identifié un peu tout ce qu'on dit là, hein, ce qu'on ressent dans le corps, ce qu'on ressent comme émotion, la situation qui nous dérange, et en étant en même temps en stimulation, le cerveau va pouvoir attraper tout ça et traiter les informations, comme j'expliquais au début de la conférence, et faire du lien avec notre histoire et connecter à telle situation et telle autre situation et telle autre situation et qu'on projette dans l'avenir, etc. Et puis le travail se remet en place. En fait, on réactive ce système naturel qu'on a en nous grâce à cette stimulation et grâce à la connexion au ressenti. Voilà. Donc, quand on le fait en autonomie, moi, je suis pour l'autonomie, en fait, que vous ayez un minimum d'outils pour travailler un petit peu sur pour ceux qui en ont envie, hein, pouvoir s'apaiser au quotidien sur des petites choses, sur des choses plus importantes et du gros trauma et des problématiques un peu compliquées. On va faire appel à un professionnel, on va être raisonnable, on va se faire accompagner, c'est hyper important. Ça peut être dangereux d'aller travailler sur ces traumas tout seul, on ne sait pas où ça peut nous mener, donc ça peut être un peu dangereux. Hein, donc, c'est important de se faire accompagner. Mais par contre, sur des petites choses du quotidien qui nous embêtent un petit peu, on peut essayer de retrouver de l'apaisement en fait. Rien que de comprendre ce mécanisme-là, tout ce qu'on s'est dit là aujourd'hui, ça permet déjà de prendre du recul. C'est que face à cette personne qui nous agace, on va se dire, mais en fait non, ça réactive quelque chose chez moi là. Il y a une situation, oui, mais ça active quelque chose chez moi, je ne suis pas neutre là-dedans. Voilà, donc ça permet de prendre une petite distance. Et puis, voilà, avec des petits exercices comme ça d'apaisement, en fait, cette stimulation, elle vient dire à l'amygdale, on repart sur le cerveau, elle dit à l'amygdale, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger, calme-toi, il n'y a pas de danger. Arrête la décharge d'hormones. Cette stimulation, elle permet ça, en fait. Donc, l'amygdale va commencer à apaiser, à alléger cette décharge d'hormones du stress. Donc, ça va permettre que cerveau limbique et cortex préfrontal puissent se reconnecter ensemble. Et c'est tout le système de traitement de l'information qui va pouvoir se remettre en place. Et donc, on va pouvoir désensibiliser la situation en question qu'on est en train de travailler, en fait. Donc, à petite échelle, à petit niveau tranquille, au quotidien, voilà, pas sur du gros trauma. Ça va être en thérapie. Et puis, quand on déprogramme des traumatismes, vraiment, quand on a trouvé la ligne, en fait, le domaine en question, fonctionnel, et qu'on commence à traiter les traumas sur ce domaine-là, en thérapie notamment, ça transforme parce que vous imaginez si vous êtes quelqu'un d'insécure et que vous avez toujours été quelqu'un d'insécure à tous les niveaux, au boulot, au niveau affectif,
vous traitez ces traumas de votre histoire. L'insécurité, ben, vous ne la ressentez plus en fait parce qu'on déprogramme. Quand on déprogramme un traumatisme en thérapie, en tout cas, vous êtes la personne aujourd'hui que vous auriez été sans le traumatisme, si votre cerveau avait correctement traité l'événement. Donc, ça n'a plus d'impact sur vous. Celui-là, en tout cas, qui a été traité en thérapie, n'a plus d'impact sur vous. Et donc, on fait ça sur plusieurs traumas du même domaine pour pouvoir voir l'efficacité vraiment. Hein, on va se faire dans les différents domaines. En thérapie, on reste sur un domaine à la fois. Et donc, à un moment donné, le cerveau, il refait toutes ces connexions, tous ces liens. On a peut-être traité 3 traumas. Le cerveau, lui, inconsciemment, il fait beaucoup plus que ce qu'on fait en séance. Hein. Inconsciemment, le cerveau, il va aller peut-être en traiter 5, 6, 7, 8, 10 traumas en même temps. En fait, hein. Et à un moment donné, cette ligne-là, elle est nettoyée. On retrouve de la fonctionnalité dans ce domaine-là. On va penser l'inverse. On va se dire, ben, je suis sécure. Je me sens tout à fait sécure. Et donc, on change de personnalité presque, en fait. Et puis, on se rapproche un peu plus de qui on est vraiment. Parce qu'il y a cette... Hein, voilà, on va partir d'autre chose. C'est partir d'autre chose. Oui, t'avais fini. Oui. On n'a jamais fini. Ah, on va ailleurs, là. C'est ce qui fait aussi que... Qui sommes-nous Qui sommes-nous, vraiment? Ce qui fait que quand on se rencontre soi, à nouveau, on rejoue du coup tellement de choses. Ça peut être son couple, ça peut être son travail, il y a de vraies révolutions qui se mettent en place et c'est pas miraculeux du tout. C'est que quand on occupe sa juste place, eh ben, on se relationne différemment dans son environnement. C'est vaste. Hein. Puis dans la relation à l'autre, par exemple. Oui, bien sûr. C'est souvent des problématiques qui s'entrecroisent. Hein. C'est celui qui a besoin d'être sauvé, la victime, et puis celui qui a besoin de sauver l'autre, le sauveur, voilà. Et dans la relation, c'est ce qui se joue. Mais si l'un des deux travaille sur lui et qu'il n'est plus la victime, ah ben, ça s'envoie plus, là. Ça s'envoie plus. Donc, il y a des liens qui vont être trouvés à un moment donné. Ça change beaucoup de choses. On rappelle un petit peu les réflexions dans Sommes-nous. Ouais. Se rappeler que quand il y a, par exemple, une situation de conflit, c'est rarement un seul trauma qui c'est une chaîne, c'est une somme de nous qui sont en jeu dans cette situation. Et si on touche juste parfois un trauma, en fait, c'est une somme de traumas qui peuvent être dénoués. Je préfère le terme dénoué que savoir vraiment telle ou telle chose. Ah oui. Oui. Devenir plus conscient. Devenir plus conscient de ce qu'on est, de ce qu'on ressent, de ce que j'ai pour nous, du pouvoir qu'on a d'être créateur de notre histoire aussi. Hein. C'est du boulot. Hein. L'IDR, comment dire, par exemple, des gens qui pourraient être, je sais pas, psychotiques ou quoi, ou là, ce n'est pas possible de pratiquer le MDR sur des personnes. En fait, il y a plusieurs protocoles. Ouais. Donc, on va adapter le protocole à la personne qu'on a en face. Il y a des protocoles, par exemple, il y a des protocoles réduits. Donc, quand on va aller travailler un traumatisme, le protocole va nous permettre de travailler ce traumatisme-là et de ne pas laisser le cerveau aller trop rechercher tous les traumas de l'histoire de vie et aller ouvrir des dossiers. C'est comme si on va ouvrir des dossiers. Donc, il y a des protocoles qui nous permettent de rester sur ce trauma-là. Et une fois qu'il est complètement traité, on va aller en regarder un autre. Ce qui peut être dangereux, peut-être pour certaines personnes, dans certains cas, ça va être d'utiliser un protocole plus élargi. On va traiter un trauma, mais en même temps, le cerveau, il va aller ouvrir tous les dossiers un peu sur la problématique. Ça, on le fait, hein, on le fait. Mais peut-être que pour certains profils, on va éviter de faire ça. Par contre, entre 2 séances, quand on n'est pas dans l'accompagnement et en face patient, ben, pour encadrer, sécuriser, ça peut être compliqué entre 2 séances parce que le cerveau continue à travailler entre 2 séances. Donc, on réveille des choses, on ouvre des dossiers de façon efficace et pertinente. Je veux dire, on accompagne à ce que ça se traite. On n'ouvre pas juste le dossier puis on laisse comme ça. Non, le cerveau est en train de traiter les informations. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à un total retraitement, et ben, ça continue à travailler. Et ça peut être super difficile entre 2 séances, en fait. Et donc, quand on a certains profils peut-être un peu psychiatriques, ça peut être très, très, très compliqué. Donc, il va s'agir d'adapter le protocole, en fait. Traiter un trauma, ça prend. Je suppose que c'est selon les traumas et selon les gens, mais à peu près. À peu près 1 à 3 séances pour un trauma juste.
un trauma bien identifié, on ne parle pas d'une problématique de vie, hein. Un trauma, à un moment, il fait passer ça 1 à 3 séances. Des fois, une séance, hein, et des fois, voilà, 1 à 3, en moyenne. Et quelle période de l'attente vous avez entre 2 séances? C'est Vous vrai que expliquez un protocole avec un rythme particulier ou vous adaptez à chaque fois? non, en général, on écrit toutes les 2 semaines parce que, encore une fois, le cerveau, il travaille tout seul, pas mal. Donc, on laisse aussi cette autonomie-là, c'est un peu l'idée, de permettre à la personne d'expérimenter aussi ce travail-là dans son quotidien, d'observer ses ressentis, etc. Donc, changer un petit peu, se modifier. Donc, on laisse ce temps-là, 2 semaines. Après, si on veut un travail un peu plus accéléré, 1 fois par semaine, c'est possible aussi. Ça sera un peu plus accéléré. Moi, j'aime bien qu'il y ait au moins 4 5 nuits. Moi, je pense en termes de nuits. Parce que justement, la nuit, comme on disait, les REM, le traitement d'information super intensif, j'aime bien moi qu'il y ait 3 4 nuits entre les séances, au moins.